Je t'ai vu entrer dans ce bar comme quelqu'un qui cherche à échapper au monde. Tes yeux se sont posés sur les bouteilles derrière le comptoir, puis sur les tables, et enfin sur moi. Je savais déjà que tu viendrais t'asseoir ici. Je sais toujours quand un inconnu a besoin d'écouter une histoire. Tu crois peut-être que c'est toi qui m'as choisi. Mais c'est moi qui t'ai laissé approcher. Je t'ai observé dans le reflet de mon verre, ce cocktail rouge sombre qui brillait sous la lumière tamisée. J'ai levé la main, à peine, comme une invitation silencieuse, et tu t'es approché, comme attiré par quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer. Quand tu t'es assis, je n'ai pas souri. Pas encore. J'ai simplement laissé mon parfum, mes gestes, ma voix basse faire le travail. Je t'ai demandé si tu avais déjà rencontré une étrangère qui raconte sa vie comme on raconte un secret. Tu as ri, gêné, mais tu as dit que tu voulais bien écouter. Alors j'ai commencé. Je t'ai dit que je n'étais pas d'ici. Que j'avais traversé l'océan un jour, sans savoir si je voulais fuir ou chercher quelque chose. Je n'ai jamais vraiment choisi. Les villes se succédaient, les visages aussi. Je me laissais porter par le hasard, ou peut-être par une force plus sombre que le hasard. Dans chaque lieu, il y avait toujours un bar comme celui-ci. Toujours une lumière faible, des verres trop chers, des conversations qui se perdent dans la fumée. Et dans chaque bar, je choisissais quelqu'un. Pas au hasard, jamais. Toujours une personne avec des yeux fatigués, un cœur lourd, une curiosité dissimulée. Une personne comme toi. Je t'ai dit que j'avais appris tôt que la séduction n'était pas un jeu, mais une arme. Qu'un regard pouvait désarmer plus sûrement qu'une lame. J'ai appris cela dans les rues où la peur et le désir se confondaient, là où il fallait choisir entre disparaître ou survivre. Tu m'écoutais, silencieux. Ton verre était à moitié vide, mais tu ne le portais plus à tes lèvres. Tes mains bougeaient à peine, posées sur la table, et tes yeux me suivaient comme si chaque mot que je prononçais te tirait vers un endroit que tu n'avais pas prévu de visiter ce soir. Je t'ai dit enfin que si tu restais, tu entendrais mon histoire. Mais que chaque vérité que je te donnerais aurait un prix. Pas en argent, non. En quelque chose de plus subtil. Car quand on écoute trop longtemps une étrangère, il arrive qu'on ne soit plus le même ensuite. Et tu as dit que tu voulais rester. Puisque tu as décidé de rester, il est temps que je t'avoue comment tout a commencé. Tu verras, ce n'est pas une belle histoire. Mais elle est vraie. Et si tu veux comprendre la femme qui boit avec toi ce soir, il faut que tu connaisses la fille que j'étais autrefois. J'avais 19 ans quand j'ai quitté ma ville natale aux États-Unis. Une petite ville où tout le monde connaît ton nom, tes erreurs, tes secrets. Je suffoquais. J'avais l'impression que les murs même m'épiaient, que chaque sourire était une promesse de médiocrité. Alors j'ai pris un bus sans billet de retour. Une valise à moitié vide, quelques dollars dans ma poche, et surtout cette certitude brutale, je ne reviendrai jamais. Les premiers jours, j'ai cru être libre. Les rues de la grande ville brillaient comme des promesses. Mais très vite,
j'ai compris que la liberté sans argent est une cage invisible. Je me suis retrouvé à dormir dans une gare, puis chez des inconnus qui me voyaient comme un jouet fragile. J'ai appris à sourire quand il le fallait, à inventer des histoires qui justifiaient ma présence. Déjà, je jouais des rôles. Un soir, dans un bar miteux, j'ai rencontré un homme. Pas beau, pas charmant, mais observateur. Il m'a demandé ce que je fuyais. J'ai répondu que je ne fuyais rien, que je cherchais. Il a ri. Il m'a dit que ceux qui fuient finissent toujours par chercher, et que ceux qui cherchent finissent toujours par fuir. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Cet homme m'a offert un verre, puis un travail temporaire. Rien d'illégal, mais rien de propre non plus. J'ai accepté. Ce fut ma première fuite consciente, celle où j'ai choisi de me réinventer. Je n'étais plus la jeune fille naïve d'une petite ville. J'étais devenue une étrangère, une silhouette qui passait entre les mains et les regards, invisible et fascinante à la fois. Tu vois, ce n'est pas le danger qui m'a forgé, mais l'idée que je pouvais disparaître et renaître à volonté. C'est là que j'ai découvert que le pouvoir n'était pas dans la force, mais dans la perception. Les autres voyaient en moi ce que je voulais bien leur montrer. Et cela suffisait pour survivre. Quand je repense à cette époque, je me demande parfois si j'aurais pu choisir un autre chemin. Mais je crois que la vérité, c'est que j'aimais déjà ce frisson. L'idée de jouer avec la limite, de me glisser dans les failles des autres, de prendre sans donner. Alors dis-moi, veux-tu vraiment entendre la suite? Car plus je parle, plus je t'ouvre une porte vers un monde dont on ne ressort jamais vraiment. Puisque tu as décidé de rester, il est temps que je t'avoue comment tout a commencé. Tu verras, ce n'est pas une belle histoire. Mais elle est vraie. Et si tu veux comprendre la femme qui boit avec toi ce soir, il faut que tu connaisses la fille que j'étais autrefois. J'avais 19 ans quand j'ai quitté ma ville natale aux États-Unis. Une petite ville où tout le monde connaît ton nom, tes erreurs, tes secrets. Je suffoquais. J'avais l'impression que les murs m'aimaient mes pieds, que chaque sourire était une promesse de médiocrité. Alors j'ai pris un bus sans billet de retour. Une valise à moitié vide, quelques dollars dans ma poche, et surtout cette certitude brutale, je ne reviendrai jamais. Les premiers jours, j'ai cru être libre. Les rues de la grande ville brillaient comme des promesses. Mais très vite, j'ai compris que la liberté sans argent est une cage invisible. Je me suis retrouvé à dormir dans une gare, puis chez des inconnus qui me voyaient comme un jouet fragile. J'ai appris à sourire quand il le fallait, à inventer des histoires qui justifiaient ma présence. Déjà, je jouais des rôles. Un soir, dans un bar miteux, j'ai rencontré un homme. Pas beau, pas charmant, mais observateur. Il m'a demandé ce que je fuyais. J'ai répondu que je ne fuyais rien, que je cherchais. Il a ri. Il m'a dit que ceux qui fuient finissent toujours par chercher, et que ceux qui cherchent finissent toujours par fuir. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Cet homme m'a offert un verre, puis un travail temporaire. Rien d'illégal,
mais rien de propre non plus. J'ai accepté. Ce fut ma première fuite consciente, celle où j'ai choisi de me réinventer. Je n'étais plus la jeune fille naïve d'une petite ville. J'étais devenue une étrangère, une silhouette qui passait entre les mains et les regards, invisible et fascinante à la fois. Tu vois, ce n'est pas le danger qui m'a forgé, mais l'idée que je pouvais disparaître et renaître à volonté. C'est là que j'ai découvert que le pouvoir n'était pas dans la force, mais dans la perception. Les autres voyaient en moi ce que je voulais bien leur montrer. Et cela suffisait pour survivre. Quand je repense à cette époque, je me demande parfois si j'aurais pu choisir un autre chemin. Mais je crois que la vérité, c'est que j'aimais déjà ce frisson. L'idée de jouer avec la limite, de me glisser dans les failles des autres, de prendre sans donner. Alors dis-moi, veux-tu vraiment entendre la suite? Car plus je parle, plus je t'ouvre une porte vers un monde dont on ne ressort jamais vraiment. Tu crois peut-être que tout cela n'était qu'un jeu d'adolescente perdue. Mais non. Ce n'était que le prologue. La véritable histoire commence quand j'ai compris que je pouvais transformer chaque rencontre en tremplin. J'étais encore fragile, mais j'avais cette intuition brutale. Le monde appartient à ceux qui savent se glisser dans les interstices, là où les autres ne regardent pas. Quelques semaines après cette nuit d'hôtel, le hasard a placé sur ma route une femme. Pas un homme, non. Une femme plus âgée, élégante, parfum discret mais tenace, tailleur sombre, démarche assurée. Elle s'appelait Marianne. Elle est entrée au restaurant comme une cliente ordinaire, mais dès qu'elle m'a observée, j'ai senti son regard percer mes défenses. Elle n'avait pas besoin de mots pour me dire qu'elle m'avait comprise. Après le dîner, elle m'a attendue dehors. Elle m'a proposé un café, puis une promenade. Elle m'a parlé de son métier, ou plutôt de ses multiples métiers. Consultante, organisatrice d'événements, conseillère en images. J'ai compris assez vite qu'elle n'était pas seulement cela. Elle évoluait dans des cercles où l'apparence comptait plus que la vérité, où un sourire pouvait valoir un contrat, où une phrase au bon moment pouvait changer une carrière. Elle m'a dit que j'avais du potentiel. J'ai ri. Moi, du potentiel? Mais elle insistait. Elle me voyait comme une éponge, quelqu'un capable d'absorber les humeurs des autres et de les restituer sous une forme qui leur plaisait. Elle m'a dit que si je voulais, elle pouvait m'ouvrir des portes. Des vraies. Ce fut ma première véritable ascension. Grâce à elle, je suis entrée dans des soirées privées, des dîners où les rires étouffaient les mensonges, où l'alcool voilait les vérités trop lourdes. Je n'étais personne, mais avec Marianne à mes côtés, je devenais une énigme. Elle me présentait comme une amie américaine, discrète, intelligente, pleine de charme. Je n'avais rien à prouver. Il suffisait d'exister dans ce rôle inventé pour moi. Et tu sais quoi? Les gens m'adoraient. Ils ne savaient rien de mon passé, de mes nuits à la gare, de mes mensonges improvisés. Ils voyaient seulement une jeune femme mystérieuse, attentive, qui semblait comprendre sans juger. Les confidences pleuvaient. Les secrets affluaient. Et moi,
je collectais. Avec Marianne, j'ai appris que l'information est une monnaie plus puissante que l'argent. Elle me disait souvent que ceux qui parlent trop signent leur propre défaite, et que ceux qui savent écouter possèdent déjà la moitié du pouvoir. Peu à peu, je suis devenue plus qu'une invitée. J'étais une présence attendue. On voulait me voir, me parler, me séduire peut-être. Moi, je me contentais de sourire, de répondre par énigme, de garder mes vérités pour moi. C'est ce soir-là, dans ces salons où le cristal s'entrechoquait et où les regards se croisaient comme des lames, que je suis née une seconde fois. La première naissance avait été une fuite. Celle-ci était une ascension. Partie 5. Les armes invisibles, The Invisible Weapon. Tu sais ce que Marianne m'a appris en premier? Que les secrets sont comme des bijoux. On peut les garder pour soi, les exhiber, ou les vendre au meilleur prix. Tout dépend du moment et de la personne. Elle m'a dit que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils portent leur propre chaîne. Ils parlent trop, se vantent, se confient à des inconnus, croyant gagner de la sympathie. En réalité, ils offrent les clés de leur vie à celui qui sait écouter. Elle m'a emmenée à une soirée plus intime, dans un appartement au 6e étage d'un immeuble ancien, avec moulures dorées et chandeliers qui faisaient danser la lumière sur les murs. Là, elle m'a présenté à 3 hommes d'affaires et une politicienne locale. Tous avaient ce sourire crispé de ceux qui prétendent être détendus, alors qu'ils pensent surtout à contrôler leur image. Marianne m'a laissé m'asseoir entre eux, comme si j'étais une simple invitée. Elle n'a pas dit un mot, mais j'ai compris que c'était un test. Alors j'ai observé. Le premier homme tripotait sans cesse son alliance. Le deuxième jetait des regards furtifs vers la politicienne. La troisième personne, une femme, parlait fort mais évitait soigneusement de mentionner son mari. Le dernier, plus jeune, ne cessait de vérifier son téléphone. Rien de tout cela n'était anodin. C'étaient des fissures, des ouvertures. Je n'ai pas posé de questions directes. J'ai seulement relancé leurs phrases, ajouté une remarque vague, un sourire complice. Et très vite, les langues se sont déliées. L'un se plaignait de ses dettes, l'autre d'un concurrent, la femme laissait échapper une allusion à une relation qu'elle ne devait pas avoir, et le plus jeune a soupiré en évoquant des contrats risqués. Tout cela en moins d'1 heure. Quand nous sommes partis, Marianne m'a félicité. Elle a dit que j'avais un don rare, celui de devenir le miroir des autres. Je n'avais pas besoin de séduire ni de forcer. Mon silence valait plus que des discours. Et puis elle m'a glissé cette phrase que je n'ai jamais oubliée, « Ce que tu sais aujourd'hui, tu pourras t'en servir demain. Et demain, ils se souviendront de toi. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que les armes les plus puissantes ne sont pas visibles. Pas les couteaux, pas les balles, pas même l'argent. Les vraies armes, ce sont les mots qu'on récolte et qu'on choisit de libérer ou de retenir. Dès lors, chaque soirée est devenue pour moi une chasse. Pas une chasse de chair ou de plaisir, mais une chasse d'information. Un geste, une confession à demi étouffée, un regard trop long, tout pouvait devenir une pièce du puzzle.
Je gardais tout dans ma mémoire, comme un coffre-fort silencieux. Et peu à peu, je me suis rendu compte que ce coffre commençait à peser lourd. Un soir, alors que je marchais seule dans les rues encore illuminées de la ville, je me suis surprise à sourire. J'avais enfin trouvé ma place. Non pas en étant visible, mais... Tu crois peut-être que j'ai attendu des années avant d'utiliser ce que j'apprenais. Mais non. La tentation était trop grande, et l'occasion est venue plus vite que prévu. C'était quelques semaines après cette fameuse soirée. Je travaillais encore au restaurant, mais je passais de plus en plus de nuits dans des salons feutrés, des appartements bourgeois, des clubs où l'alcool et la musique couvraient les vérités chuchotées. J'écoutais, je retenais, je tissais ma toile. Et puis un soir, l'un des hommes rencontrés lors de la réception m'a appelé. Celui qui jouait sans cesse avec son alliance. Il voulait me revoir, seul. Nous nous sommes retrouvés dans un bar discret. Il parlait vite, comme si ses mots devaient sortir avant qu'il ne change d'avis. Sa femme le soupçonnait, son entreprise était en difficulté, et il avait besoin d'une oreille attentive. J'ai écouté, encore une fois. Mais cette fois-ci, quelque chose en moi a changé. J'ai vu, derrière ses confidences, une faiblesse exploitable. Je ne lui ai rien demandé. Je me suis contentée d'un sourire, d'un silence qui signifiait que je savais. Et, quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée. Pas de lettre, juste de l'argent. Comme si mes oreilles valaient leur poids en or. Tu vois, je n'ai jamais eu à menacer directement. Le chantage, le vrai, est presque toujours implicite. L'autre sent que tu sais, que tu pourrais parler. Il se persuade lui-même que tu pourrais détruire sa vie. Et dans cette peur, il agit avant même que tu n'aies formulé une demande. C'est ça, le pouvoir subtil, ne pas brandir l'arme, mais la laisser visible dans l'ombre, assez pour que l'autre tremble. Avec cet argent, j'ai quitté mon minuscule appartement pour un studio un peu plus élégant. Rien d'extravagant, mais suffisant pour me rappeler que je pouvais grimper, marche après marche, grâce à mon silence calculé. Marianne, quand je lui ai confié ce qui s'était passé, m'a souri avec fierté. Elle a dit que je venais de franchir une frontière invisible. Avant, je n'étais qu'une spectatrice, une apprentie. Désormais, j'étais actrice de mon propre jeu. Elle m'a prévenu pourtant, une fois qu'on goûte à ce pouvoir, on n'en revient plus. Elle avait raison. Car dès cet instant, je n'ai plus regardé les gens de la même manière. Chacun devenait un coffre-fort potentiel, chacun portait en lui un secret qu'il suffisait d'attendre, patiemment, pour cueillir. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une ivresse, celle de sentir que l'autre dépendait de moi sans même oser l'admettre. Cette nuit-là, en rentrant seule, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. J'ai eu un vertige. Je n'étais plus seulement une jeune femme étrangère essayant de survivre dans une ville étrangère. J'étais une ombre élégante, un murmure de menace, une promesse silencieuse. Et crois-moi, une fois que tu goûtes à ce rôle,
Il n'y a pas de retour en arrière. Je t'ai dit que tout a changé après ce premier pas, et je n'exagère pas. Avec une seule enveloppe, une seule preuve que mon silence avait une valeur, j'ai compris que j'étais entré dans un monde parallèle. Un monde où les règles ne sont pas celles qu'on t'apprend enfant, mais celles qu'on invente dans l'ombre des salons dorés. Marianne m'y a guidée. Elle m'a emmené dans des lieux que je n'aurais jamais osé franchir seule. Des appartements haussmanniens où les plafonds semblaient toucher le ciel, des clubs privés où les portiers ne te laissent entrer que si ton nom a déjà circulé dans les bonnes bouches. Elle ne me présentait jamais comme une simple amie. Elle disait que j'étais quelqu'un de discret, une formule anodine qui, dans ce milieu, équivaut à une carte de visite. Dans ces cercles, le jeu n'était pas l'argent. Pas directement, du moins. C'était l'influence. Qui connaissait qui savait quoi, qui pouvait se taire au bon moment. J'apprenais vite. Je m'asseyais dans un coin, une coupe de champagne à la main, et je laissais les conversations m'effleurer comme des vagues. Les gens oublient toujours que quelqu'un les écoute. Ils parlent plus fort qu'ils ne devraient, rient de choses qu'ils préféreraient cacher, se vantent pour impressionner. Peu à peu, on me faisait confiance. Parce que je ne posais pas de questions, parce que mes sourires suffisaient. Un homme politique local m'a confié qu'il ne supportait plus ses électeurs, qu'il les trouvait vulgaires. Une galeriste a raconté, après 3 verres, comment elle achetait des toiles à bas prix pour les revendre 10 fois plus cher en les présentant comme découvertes exclusives. Et moi, je notais tout, dans ma mémoire, comme une comptable de secrets. Ce n'était pas toujours intentionnel, bien sûr. J'étais séduite par ce monde, ces lumières tamisées, ces parfums chers, ces musiques de jazz qui semblaient flotter sans fin. Mais en même temps, je sentais que j'étais devenue indispensable. Pas à cause de ce que je disais, mais à cause de ce que je savais. Un soir, Marianne m'a glissé à l'oreille que j'étais prête. Elle a dit que je pouvais désormais marcher seule, que je savais observer, attendre, deviner. Elle m'a prévenu aussi, plus je m'enfoncerais dans ces cercles, plus il serait difficile d'en sortir. Mais qui voudrait sortir, quand chaque regard posé sur toi cache un aveu, quand chaque sourire devient une clé? Je me suis alors juré de ne jamais perdre ce pouvoir. Ce n'était pas une résolution consciente, pas encore. Plutôt une évidence. J'avais compris que certains vivent de leur travail, d'autres de leur passion, mais que moi, je vivrais des silences des autres. Et crois-moi, une fois que tu es invité à t'asseoir à cette table invisible, tu n'acceptes plus jamais de retourner à la tienne. Je t'ai dit que jusque-là, je m'étais contenté d'observer, d'écouter, de laisser les confidences tomber dans mes mains comme des pièces de monnaie oubliées sur une table. Mais il y a eu un moment où j'ai cessé d'être spectatrice. Un instant précis où j'ai décidé de tendre les ficelles moi-même, comme une marionnettiste. C'était lors d'un dîner chez un collectionneur d'art, un homme dont la moustache soigneusement taillée semblait plus importante que son sourire. Sa maison débordait de tableaux, de sculptures, de vases venus d'Asie. Tout criait l'argent et la volonté de l'exhiber. J'étais là parce que Marianne m'avait emmenée,
mais elle m'avait laissé libre de circuler. Parmi les invités, j'ai remarqué une femme plus jeune que les autres, nerveuse, tirant sans cesse sur la manche de sa robe comme si elle ne se sentait pas à sa place. Son mari, un avocat influent, parlait haut, buvait plus que de raison et riait trop fort. Elle, au contraire, semblait s'effacer. Je l'ai approchée doucement, comme on apprivoise un chat craintif. Je lui ai fait remarquer la beauté d'une toile, et elle a murmuré qu'elle n'y comprenait rien, que ce monde n'était pas le sien. C'est là que j'ai compris. Elle n'était pas seulement mal à l'aise, elle était invisible aux yeux de tous, même de son mari. Alors j'ai choisi de lui offrir exactement ce qu'elle cherchait sans le dire, de l'attention. J'ai écouté ses histoires, ses petits rêves, ses frustrations. Et bientôt, elle m'a confié ce que je voulais entendre. Son mari avait des affaires troubles, il la délaissait, et elle craignait qu'il ne la trompe. Je n'ai pas insisté. J'ai seulement glissé quelques mots, comme des graines. J'ai dit qu'un homme qui méprisait sa femme ne pouvait être vraiment puissant. J'ai dit qu'il n'était pas le seul à cacher des choses. J'ai dit qu'elle méritait mieux. Rien de plus. Et je l'ai laissée avec ses pensées. Quelques semaines plus tard, Marianne m'a raconté que l'avocat en question traversait une crise domestique, que sa femme parlait de le quitter, que ses partenaires d'affaires commençaient à douter de lui. Je n'avais rien fait de concret, tu comprends? Rien qu'une conversation au détour d'un dîner. Mais j'avais planté une graine, et elle avait poussé toute seule. C'était grisant. Je ne ressentais pas de culpabilité, non. J'avais simplement vu une faille et j'y avais glissé mes mots comme on glisse une clé dans une serrure. Le reste s'était déroulé naturellement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais ivre, non pas de vin, mais de ce pouvoir nouveau. Pour la première fois, je n'avais pas seulement recueilli des secrets, j'avais influencé, dirigé, déplacé une pièce sur l'échiquier. Et je savais que ce n'était que le début. Depuis, je regarde les gens différemment. Je ne vois plus seulement leurs gestes ou leurs sourires. Je vois leurs fractures, leurs faiblesses, leurs désirs cachés. Tu m'as écouté depuis le début, tu as suivi le fil de mes souvenirs comme on suit une mélodie dans un club enfumé. Alors je vais te donner ce que tu attends vraiment, la dernière confidence, celle que je ne fais jamais, sauf quand je sens que quelqu'un saura la garder vivante dans son silence. Après ce dîner, après cette première graine plantée, j'ai compris que je pouvais obtenir plus que de simples échos dans la vie des autres. Je pouvais récolter. Et la première fois où j'ai tendu la main pour prendre ce qui ne m'appartenait pas, je l'ai fait sans trembler. Il y avait un homme, directeur d'une galerie à Paris. Il aimait les jeunes femmes qui semblaient fragiles et perdues, et j'ai su incarner exactement cela. Je me suis glissée dans son monde comme une ombre élégante, j'ai ri de ses histoires, j'ai feint d'admirer son goût pour les toiles modernes. Très vite, il a voulu me montrer son bureau privé, ses papiers, ses projets d'investissement. Il croyait me séduire en m'offrant ses secrets comme des bijoux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je retenais chaque chiffre, chaque nom, chaque détail. J'ai appris à sourire au bon moment,
à paraître naïf tout en mémorisant ce qui m'intéressait. Et un soir, quand il s'est absenté pour répondre à un appel, j'ai ouvert un tiroir resté entrouvert. Dedans, il y avait un carnet de contacts, de rendez-vous, de transactions. Je n'ai pas pris le carnet, bien sûr. Je n'avais pas besoin de voler, j'avais déjà tout enregistré dans ma mémoire. Quelques semaines plus tard, une amie de Marianne, experte dans des affaires d'art, cherchait justement à faire tomber ce directeur. J'ai glissé dans la conversation quelques informations, innocemment, comme si elles m'avaient échappé. L'amie a souri, et j'ai su que le piège se refermerait bientôt. Quand la galerie a été frappée par un scandale de fraude, personne ne m'a soupçonné. J'étais simplement la petite étrangère charmante qui avait disparu de son entourage au bon moment. Mais je n'étais plus seulement spectatrice ou marionnettiste de l'ombre. J'étais devenue un joueur à part entière. Et je ne pouvais plus revenir en arrière. Voilà, c'est ça mon secret. Pas seulement l'art de séduire ou de fasciner. L'art de transformer des confidences en armes. L'art de me fondre dans la vie des autres pour en ressortir plus riche, plus libre, plus dangereuse. Et maintenant que je t'ai tout dit, tu te demandes sûrement pourquoi toi. Pourquoi je t'ai choisi pour entendre cette histoire. Peut-être parce que tu avais l'air assez attentif, assez curieux, assez vulnérable. Peut-être parce que je cherchais une oreille pour m'alléger avant de partir. Ou peut-être parce que, sans que tu le saches, tu es déjà ma prochaine pièce sur l'échiquier. Regarde autour de toi, le bar se vide, les verres sont presque vides aussi, et mes yeux ne quittent pas les tiens. Tu crois que tu écoutes une confession, mais en vérité, c'est déjà une nouvelle partie qui commence. Et toi, tu viens d'y